comme vous l'avez vu, nous avons divisé de façon vraiment presque yaltique, dirons-nous, le monde en deux parties. La partie du mercredi qui était l'Asie orientale et la partie du jeudi qui était l'Europe. Nous avions le choix entre faire cela ou bien panacher, essayer de rassembler deux collègues à chaque fois. Ça aurait pu être très intéressant, ça aurait pu aussi créer des quiproquos. Et puis il y a aussi des collègues ou amis qui n'étaient pas libres l'un ou l'autre jour, si bien que nous avons estimé que le plus facile était de faire comme cela. Un jour peut-être nous essayerons de faire des tandems, même c'est beaucoup plus... Sur 2 jours c'est très difficile, il faudrait que ce soit un colloque d'un jour. Donc, enfin, cela explique le caractère un peu simple de cette division qui était celui de l'an dernier aussi. Et donc aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui sera consacrée à l'Europe en 2 grandes divisions temporelles, et nous allons commencer donc le matin par l'Antiquité. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est quoi le monde naît, Homère chante. Donc le professeur Dominique Jaillard de l'Université de Genève qui va nous parler Au miroir d'Homère, performance, autorité panhellénique et exploration mythique. Qu'il soit d'abord permis à l'historien anthropologue des sociétés polythéistes de l'Antiquité que je suis de remercier Jean-Noël Robert et François Massé de m'offrir en cette rencontre comparatiste la redoutable opportunité d'interroger par la marge les paradoxes et les apories du statut d'Homère, texte fondateur. Du texte fondateur, l'Iliade et l'Odyssée que nous lisons ont à première vue toutes les apparences. Et ceux que l'on considère le système de la Paideia dans le temps long de l'Antiquité gréco-romaine, ou les reprises et réécritures qu'ils n'ont cessé de susciter dans les littératures de l'Europe moderne, de l'élisabétain Chapman à Joyce, et bien au-delà, à n'en juger que par l'admirable Homéros du prix Nobel des Caraïbes, Derek Walcott. Les raisons pour lesquelles l'autorité d'un texte se maintient changent avec le temps, et je m'en tiendrai aujourd'hui à l'Antiquité, pour l'essentiel au tournant des 6e et 5e siècles avant, c'est-à-dire très précisément à un temps où il ne va pas de soi de définir l'éminence d'Homère dans une culture commune des cités grecques en termes de texte. Non qu'il n'en ait existé à cette époque des textes écrits, mais parce que l'autorité panhellénique dont Homère est alors investi est d'abord liée au contexte performatif dans lesquels des confréries de rhapsodes le font entendre à des auditeurs de cités différentes et rivales. Parce qu'aussi il convient de demander en quoi et dans quelles limites il est légitime de dire que les poèmes homériques fondent dans des sociétés polythéistes dont les pratiques ne dépendent de l'autorité d'aucun texte sacré ni révélé. Partons du lieu commun, Homère, éducateur de la Grèce, qui s'impose dans la seconde moitié du Ve siècle, que ce soit pour l'exalter ou le chasser de la cité comme un mauvais maître avec tous les égards, couronné à la manière platonicienne, un Platon qui le définit ironiquement comme le père et le guide de toute science et de toute sophia. On peut reconnaître en lui, éventuellement au prix d'une lecture allégorique et d'une herméneutique sophistiquée, toutes les formes de savoir, des techniques artisanales, guerrières, politiques, aux plus hautes spéculations de la pensée philosophique. L'île de Calypso, battue par les vents, deviendra l'image de l'âme assaillie par le flux incessant des sensations. Le voyage d'Ulysse, le retour de l'âme à sa vraie patrie, les sirènes, la musique de l'harmonie des sphères, à laquelle le philosophe ne saurait s'arracher qu'attaché de force au mât du navire qui le contraint à revenir vers les hommes. On discute les choix d'Achille pour disserter sur le bien. Les enfants apprennent à lire dans les poèmes homériques dont la langue spécifique n'est la langue parlée d'aucun grec. Ils les connaissent par cœur. Et un rhéteur de l'époque impériale, Héraclite, dans l'introduction à ses allégories d'Homère, résume au mieux le statut revendiqué pour le poète
Dès l'âge le plus tendre, à l'esprit naïf de l'enfant qui fait ses premières études, on donne Homère pour nourrice. C'est tout juste si dès le maillot, on ne fait pas sucer à nos âmes le lait de ses vers. Nous l'avons tous auprès de nous à nos débuts et pendant les années où l'homme peu à peu se forme. On peut dire que son commerce ne prend fin qu'avec la vie. Et d'une manière, nous le verrons, peut-être beaucoup plus significative, un écolier de l'Égypte ptolémaïque écrivait « Homéros théos », Homère est un dieu. Mais c'est d'abord en matière de récits traditionnels, de mythes, concernant les héros et les dieux que l'autorité d'Homère semble s'imposer avec le plus d'insistance, ou à l'inverse, faire l'objet des critiques les plus radicales, celles de ceux que nous avons la coutume d'appeler les présocratiques, en un conflit des savoirs, d'un côté les rhapsodes, de l'autre. Présocratique, c'est une catégorie qui ne fonctionne pas, je pense, mais enfin, admettons-la pour l'instant. Ainsi, Hérodote d'affirmer « Homère et Hésiode ont vécu, je pense, 400 ans tout au plus avant moi. Or, ce sont eux, dans leurs poèmes, qui ont fixé pour les Grecs une théogonie, qui ont attribué aux dieux leurs appellations, partagé entre eux leurs prérogatives, timailles, et leurs compétences, technailles, dessiné leurs figures. » Il faut prendre toute la mesure de l'énoncé de l'historien, qui est en sa lettre absolument intenable. Dans l'extrême diversité des paysages polythéistes du monde grec, ce sont les traditions locales spécifiques, le nomos, la coutume, qui définissent pour chaque cité, pour chaque groupe de sociabilité, quelle configuration de puissance partage avec les hommes un même petit bout de terroir. D'une cité l'autre, les Zeus, Apollon, Athéna ne sont jamais exactement les mêmes, leur agencement en panthéon subtilement variable. En matière religieuse, ce qui veut d'abord dire sacrificiel dans les polythéismes antiques, la norme est toujours singulière et locale, donnée par les patrias, les règles ancestrales, le mos maiorum des Romains. Nul ne s'autorisera d'Homère pour accomplir le bon rite. Et en chaque lieu, en chaque cité ou sanctuaire, court une multitude de récits mouvants et variés, dont la lecture de la Périégèse de Pausanias permet de se faire une toute petite idée. Récits le plus souvent contraires aux versions homériques, ainsi cette Pénélope arcadienne, mère du dieu Pan, pour s'être unie à tous les prétendants. Qu'est-ce qui autorise alors Hérodote à affirmer qu'Homère et Hésiode ont plus que tout autre contribué à façonner pour les Grecs la figure de leur dieu? C'est qu'au miroir des poèmes homériques, les Grecs de polis et d'ethnos différents, avec des dialectes, des coutumes, des régimes politiques divergents, peuvent reconnaître leurs dieux comme délestés de leurs traits trop spécifiquement locaux, des épures qui stylisent un Zeus, une Athéna, une Arès, qui pour n'exister comme tels nulle part en dehors de l'épopée, n'en constituent pas moins un commentaire efficace et recevable des dieux de tous. Les poèmes homériques construisent des représentations panhelléniques du Panthéon qui donnent aux Grecs leurs dieux en tant qu'ils peuvent les appréhender comme partagés, communs. Dans le contexte tardo-archaïque et classique, le bénéfice est double. D'une part, ils produisent une représentation en adéquation avec les lieux où se construisent symboliquement rencontres et échanges entre Grecs, sanctuaires et fêtes panhelléniques, panioniennes, où s'expriment agonistiquement rivalité et conflits entre cité et aristocratie. N'oublions jamais que l'agone est une alternative à la guerre, qui est l'état normal des relations entre cités dans le monde antique. Les paix ne sont jamais que des trêves fragiles. Et qui sont aussi des lieux privilégiés de performances homériques. Nous rencontrerons Délos et Athènes. D'autre part, ils constituent les autres, les barbares, comme un extérieur, en suscitant une image commune de ce que c'est qu'être grec. Nous y reviendrons. Homère est un lieu privilégié, un miroir à travers lequel un homme grec se construit et appréhende sa position dans l'ordre du monde, sa condition
ces valeurs éthiques et politiques pour s'y reconnaître et les discuter. Mais j'insiste tout de suite, parce que je sens que je devrais abréger avant la fin, que l'idée du miroir veut dire que cette discussion n'est pas intérieure à Homère et au texte homérique, qu'elle est extérieure, qu'elle est suscitée par le miroir que produit Homère. Et là, il faut bien distinguer, je dirais, le contenu des poèmes homériques des usages qui peuvent en être faits. Mais qui est cet Homère qu'Hérodote dit avoir vécu 300 ou 400 ans avant lui? Le poète de l'Iliade et de l'Odyssée, ainsi qu'il nous est familier, et que prétend le démontrer Aristote dans sa poétique, au prétexte qu'il ne saurait être l'auteur d'aucune autre épopée, puisqu'à toutes les autres fait défaut l'unité d'action qui assure à l'Iliade sa perfection. Le critère aristotélicien fait d'Homère un concept, un critère esthétique élaboré par une école philosophique suffirait à discriminer à coup sûr ce qui est homérique et ce qui ne l'est pas. Lorsque nous considérons les énoncés dont Homère est l'objet, nous tendons à réagir comme s'il visait une histoire, fût-elle légendaire, alors qu'Homère est d'abord un nom dont le signifié apparaît éminemment mouvant. À l'Homère restreint, poète de l'Iliade et de l'Odyssée qui nous est familier, s'oppose un Homère étendu, poète de l'ensemble du cycle thébain et troyen. La mention conservée, possiblement la plus ancienne d'Homère, se trouve dans un fragment de poésie élégiaque du 7e siècle. Elle fait d'Homère non le poète de l'Iliade, mais celui qui a composé la Thébaïde, une version de la guerre des Sept contre Thèbes. Quand Hérodote raconte comment, vers le début du VIe siècle, le tyran Clisthène fit chasser les rhapsodes de sa cité Sicyon parce qu'Homère lui paraissait trop favorable aux Argiens, l'Homère visé est plus vraisemblablement celui du cycle thébain que le compositeur de l'Iliade. Échille passe pour avoir considéré les tragédies qu'il monte sur la scène du théâtre de Dionysos à Athènes comme autant de tranches découpées au festin d'Homère. Compte tenu de la thématique des tragédies échylléennes, il ne peut s'agir des seules Iliades et Odyssées, mais du cycle tout entier. À cet Homère, poète du cycle, aucune épopée, ancrée principalement dans le local, Théséide athénienne ou Danaïde argienne, n'est jamais attribuée. Cet Homère étendu n'en est pas moins un concept tout autant que l'Homère restreint d'Aristote. Il est le nom de la poésie hexamétrique panhellénique à laquelle appartient aussi un répertoire d'hymnes aux dieux dont quelques survivants ont trouvé le chemin des manuscrits médiévaux sous le nom d'Homère, les hymnes homériques. Un des noms le plus prestigieux, car une partie des traditions poétiques de stature panhellénique n'est jamais attribuée à Homère. C'est le cas des épopées qui traitent la geste d'Héraclès sous la forme du cycle des travaux et de la tradition des poèmes attribués à Hésiode, pour lequel il nous faut aussi distinguer un répertoire étroit, l'Hésiode qui nous est familier, celui de la théogonie, des travaux, du catalogue des femmes, qui s'est détaché d'un répertoire large selon un processus comparable à celui qui a assuré la victoire de l'Homère restreint. Un premier partage se dessine entre des traditions poétiques susceptibles d'être placées sous l'autorité d'Homère ou d'Hésiode et les autres. Toutes ont en commun une forme métrique, l'hexamètre, une langue composite et spécifique, la dite langue homérique, ce que du point de vue de la hiéroglyphie, il ne convient de ne pas oublier, des techniques de mémorisation et de recomposition dans le cadre de la performance. Ces partages sont aussi à mettre en rapport avec les répertoires propres à des groupes de rhapsodes dont la structure semble avoir été pour partie familiale et qui tendaient à se spécialiser dans la performance de certaines traditions. Les moins mal documentés sont les Homérides, qui se donnaient pour les descendants d'Homère, et les Créophuléoi, qui passent pour avoir introduit Homère à Sparte,
fêtes panioniennes de Délos, Panathénées d'Athènes sont par excellence les lieux panhelléniques où leurs performances homériques sont attestées dans un contexte agonistique. Mais il convient d'imaginer une réalité fluide. Le répertoire d'un rhapsode peut inclure plusieurs traditions. Ion de Platon se disant tout aussi à l'aise avec Homère, Hésiode et la tradition iambique d'Archiloque. C'est dans le milieu des rhapsodes, tout particulièrement autour des Homérides, que prend forme le mythe d'Homère, poète itinérant, rival d'Hésiode, né dans l'âpre Chios. Avant de devenir l'objet de vie en prose, de pseudo-biographie, il est mis en scène dans les poèmes tant de tradition hésiodique qu'homérique comme rhapsode, protagoniste de l'agone, du concours, un rhapsode qui compose en aède des chants nouveaux. L'opposition rigide, longtemps admise par les hellénistes, entre un aède poète et un rhapsode récitant, se dissout. Le rhapsode produit ou recompose pour la performance en inscrivant son poème dans une tradition définie, en l'occurrence panhellénique, homérique ou hésiodique, bien connue de ses auditeurs qui sont ses juges, tradition que définit un ensemble de contraintes et de possibles régissant la composition. La relation du rhapsode à l'Homère éponyme est mise en abîme dans un passage de l'hymne homérique à Apollon, dans lequel Homère lui-même, donné comme compositeur de l'hymne, s'adresse dans le cadre de la performance, c'est-à-dire d'un moment de la fête en l'honneur d'Apollon, au cœur des jeunes déiennes qui y accomplissent quelques danses ou quelques chants, obtenant d'elles leur suffrage comme le meilleur des aèdes. Homère est présentifié dans la performance du rhapsode, tout entier identifié à lui, c'est-à-dire tout entier sous l'emprise de la tradition poétique qu'est Homère. Homère n'est réalisé, présent, que par et dans la performance. Comment l'Homère restreint, celui des compositions monumentales que sont l'Iliade et l'Odyssée, émerge-t-il de l'Homère étendu? Question à multiples replis. Les épopées du cycle épique ont circulé sous forme écrite, attribuées tantôt à Homère, tantôt à d'autres poètes, supposés quelquefois entretenir avec lui des liens de parenté jusqu'à l'époque impériale avancée. Mais à Athènes, du moins, leur étoile semble avoir pâli très tôt. Au concours rhapsodique des Panathénées, c'est la performance de l'Iliade, le poème de la colère d'Achille, qui s'est imposé. Ce qui ne veut pas dire exactement, verbatim, l'Iliade de la tradition tardo-hellénistique transmise par les manuscrits médiévaux. Dans la seconde moitié du VIe siècle, Pisistrate ou ses fils ont imposé aux rhapsodes de concourir en se relayant pour donner une performance de l'Iliade en continu et dans le bon ordre. Et Phexès. Une décision qui implique une monumentalisation performative de l'Iliade, mais là encore, ça ne veut pas dire que ce soit notre Iliade textuellement. Surtout, il ne faut pas surdéterminer ce passage, mais je ne peux pas entrer dans la discussion maintenant. Et à la fin du IVe siècle, nous voyons l'orateur Lycurgue, restaurateur de la cité athénienne après sa défaite devant les Macédoniens, relire comme l'expression de l'excellence du choix athénien le choix d'Homère qu'il donne en exemple à tous les Grecs. Et là, nous voyons comment, au fil du temps, les motivations se modifient dans un contexte historique précis. Au Ve siècle à Athènes, le cycle tend à devenir, donc l'Homère étendu, un réservoir de thèmes que la tragédie réélabore selon ses contraintes propres, produisant ainsi de nouvelles versions du mythe. Sous sa forme écrite, le cycle de la guerre de Troie, dont l'Iliade et l'Odyssée forment des parties, témoigne de ces disproportions
entre la monumentalité de l'Iliade, 15 000 hexamètres pour un peu plus d'un mois de guerre et la seule colère d'Achille, ou de l'Odyssée, 12 000 vers, et les autres épopées qui réunissaient en 2 ou 3 000 vers plusieurs épisodes sous forme courte. Ainsi, l'Éthiopide se compose-t-elle des épisodes successifs que sont les morts de Penthessilée, de même nom, d'Achille, et les jeux funèbres en l'honneur de ce dernier. L'opposition ne doit toutefois pas être surestimée, car l'unité thématique de l'Iliade, poème de la colère d'Achille, se concilie parfaitement avec une construction en épisodes qui peuvent faire l'objet de performances autonomes qui en ont le format. Les rhapsodies naguère chères aux annalistes, Dolonie, combat d'Énée et d'Achille, rançon d'Hector, etc. Car c'est dans les termes de la performance et de ses contraintes qu'il faut poser d'abord le problème. Les épisodes, tant du cycle que de l'Homère restreint, ont des dimensions compatibles avec le temps ordinaire d'une performance, un banquet ou une fête panhellénique. Alors que l'Iliade et l'Odyssée, en leur forme monumentale, il faut à peu près 24 heures pour lire l'Iliade, vous pouvez faire l'expérience chez vous, tendent à requérir un dispositif exceptionnel qu'atteste la règle panathénaïque qui imposait à chaque rhapsode concourant dans l'agone des Panathénées de reprendre la narration là où son prédécesseur s'était interrompu. Si question homérique il y a, elle consistera d'abord à comprendre les conditions qui rendent possible le processus de monumentalisation de ces deux épisodes, la colère d'Achille et le retour d'Ulysse. Pourquoi, autour de ces deux thèmes, une telle croissance des traditions aédiques qui les portaient ? Pourquoi certaines variantes de récits protéiformes se sont-elles trouvées investies d'une autorité plus grande ? Quel processus confère à l'Homère restreint l'autorité culturelle exceptionnelle qu'il atteindra ? Pour poser la question dans toute son ampleur, quelques remarques préalables s'imposent. La langue de l'Homère restreint, et surtout de l'Iliade, a globalement des traits plus archaïques que la langue des fragments du cycle et de ce que certains ont nommé production subépique. Ce qui a favorisé, entre autres arguments, la datation haute, le consensus relatif autour de l'époque géométrique, l'idée que nous aurions grosso modo le texte d'une Iliade du 8e siècle, quand bien même, dans les termes d'une poétique de l'oralité, d'où provient l'Iliade, quelque place qu'on veuille accorder à son écriture, la question tend à se poser en termes de conservatisme linguistique relatif de certaines traditions par rapport à d'autres. Pourquoi les langues de l'Iliade ou de l'hymne homérique à Apollon ont tendu à fixer certains traits ? Car deuxième remarque, là où les sources permettent de le documenter, l'Homère du 5e siècle est marqué par un degré de variance considérable. Les quelques vers que Thucydide cite de l'hymne homérique à Apollon diffèrent considérablement de la version attestée par les manuscrits de l'hymne. Le sens est le même, le texte autre, une relative fixation thématique portée par quelques énoncés stabilisés clairement dans l'hexamètre va de pair avec une mise en mots par ailleurs mouvante. 3. Le recours à l'hypothèse d'un texte écrit dès les origines, qu'il en existe ou non, a une faible valeur explicative, dans la mesure où elle ne prend pas en compte les pratiques sociales, culturelles, religieuses dans le cadre desquelles l'autorité d'une version de l'épopée peut se construire et s'imposer par rapport aux autres. 4. Dès lors que le schéma du récit et son texte, entre guillemets, au sens nadjien, s'avèrent fortement stabilisés, des variations considérables pouvant altérer la perception du sens global par l'auditoire restent possibles au prix de modifications de détails. Les scolies à l'Iliade attestent par exemple des versions alternatives de l'invocation aux muses du chant 1, alors que la variante qui s'est imposée dans la Vulgate privilégie la Ménice, la colère destructrice d'Achille, chante déesse la colère du Péléide, et plus loin vers 6, ainsi s'accomplissait le dessein de Zeus. D'autres
qu'on trouve toujours dans les notes de bas de page. On ne peut pas lire Homère sans regarder la paracritique, parce que sinon on a un texte qui n'existe pas, qui est une fabrication artificielle, et il faut un Homère multitexte autant qu'on peut le reconstituer. Donc si on regarde dans les notes, vous retrouverez des versions où, au contraire, qui mettent en avant Apollon et son action. Apollon qui est par ailleurs connu comme un dieu pro-troyen. 5. La monumentalisation de l'Iliade ne procède pas simplement par développement du thème principal, la colère d'Achille, de ses raisons, le mépris de la Timée de meilleure des Athéniens dont il est l'objet, et ses conséquences. Elle procède par agrégation de pans entiers du répertoire épique au thème principal. Sous forme allusive, les origines de la guerre, quelques hexamètres sur le jugement de Paris, la fin de l'âge des héros au chant 12. Ou développée comme l'histoire de Méléagre, donnée en exemple à Achille par Phénix. Au point de faire du récit d'un épisode de la guerre de Troie ce qu'en termes parfaitement anachroniques, nous pourrions appeler une somme de mythologie grecque. Ce processus implique donc une modification en profondeur de la relation d'un poème donné au répertoire, à la mise en récit des Cléarandron Caïtéon dont le savoir forme le patrimoine de la Ède. Comprendre la monumentalisation, c'est interroger cette restructuration qui facilite le passage au second plan de l'Homère étendu au profit d'un Homère restreint qui tente à tout absorber. Mais avant d'aller plus loin dans la problématisation de ces processus, une autre remarque s'impose. Nous avons jusqu'à maintenant considéré le cycle comme l'ensemble des épopées qu'on pouvait lire jusqu'à la fin de l'Antiquité, au risque de nous méprendre sur ce que désignait l'Homère étendu, de perdre de vue ce que pouvait recouvrir l'idée de cycle du point de vue des rhapsodes et nous enfermer par là même dans la formulation la plus traditionnelle du problème chronologique en termes d'antériorité textuelle. Or, la représentation que l'épopée homérique se donne d'elle-même, son imaginaire, qui sont ceux d'une pratique et d'un savoir de l'oralité, fournit quelques indices qui peuvent aider à sortir de l'aporie. Les Aèdes mis en scène dans l'Odyssée sont contemporains des héros. Comme contemporains des héros, diffèrent, c'est connu, on trouve ça dans tous les manuels de base, du rhapsode, lié à une maison, Phémios au palais d'Ulysse, Démodocos au roi phéacien Alkinoos, la composition à laquelle il se livre lors de la performance qui suit un festin, en s'accompagnant de la lyre, est étroitement dépendante des attentes d'un auditoire local et sujette à une variabilité maximale. Phémios a dû chanter pour les prétendants une version des Nostoi, du retour des héros achéens, dans laquelle Ulysse ne revient pas. Les rhapsodes, contraintes de l'auditoire, aux prétendants ne chantent pas le retour d'Ulysse. Les rhapsodes itinérants qui concourent aux Panathénées athéniennes sont en revanche contraints de respecter au moins un schéma narratif et l'ordre d'une Iliade autorisée. À y regarder de près pourtant, l'image que l'Odyssée propose de l'Aède des temps héroïques entretient des rapports d'homologie plus complexes avec le rhapsode historique qui officie aux Panathénées athéniennes. Lors d'un festin, Ulysse demande à Démodocos, donc c'est la grande scène de la performance aédique chez les Phéaciens au chant 8, de lui chanter une prise de Troie, la ruse du cheval. Les propres exploits d'Ulysse qui lui ont valu, quand bien même à l'instar d'Achille mort, il a disparu dans un ailleurs coupé du monde des hommes, le Cléos, une gloire que le chant des Aèdes a propagée partout, jusqu'au ciel et jusque chez les lointains Phéaciens. J'insisterai sur un point décisif, la manière
dont l'Odyssée introduit le chant de Démodocos, l'Aède fait surgir, paraître, fainer le chant en le prenant là, enten elon, où les Argiens ont repris la mer. L'horizon à partir duquel l'Aède recompose une prise de Troie, c'est l'ensemble des Cléa Andron, les hauts faits des hommes, en l'occurrence ceux des héros venus combattre sous les murs de Troie, dans lesquels il découpe à la demande d'Ulysse un morceau dont les limites sont balisées par des repères, au commencement l'embarquement des Argiens, à partir desquels la mémoire épique recompose, soutenue par la lyre, le récit. C'est donc rien moins qu'un cycle entier de la guerre de Troie qui est présupposé comme l'horizon mémoriel de l'Aède. Mais ce cycle n'est pas formé par les épopées que lisaient les bibliothécaires d'Alexandrie. Dans la pratique de l'Aède, telle que la représente l'Odyssée, le cycle est un ensemble virtuel. Il ne se réalise jamais que sous la forme de performances orales partielles, celles d'épisodes dont les limites narratives sont données comme autant de repères pour leur recomposition à destination d'un auditoire donné. L'Iou Persis de l'Odyssée est une version brève qui figure le développement dans les quelques centaines de vers du thème qu'autorise le contexte du festin. Tous les repères, parties d'hexamètres portant des balises narratives à partir desquelles peut se développer une prise de Troie conforme à la demande d'Ulysse, selon l'ordre qui convient, katakosmon, pour citer l'expression par laquelle la poésie hexamétrique archaïque dit le chant accompli de l'Aède, n'en sont pas moins présents. Ce faisant, l'Odyssée ne propose, en ce moment de mise en abîme, rien moins qu'une poétique de la recomposition en performance, une variation exemplaire sur les savoirs du poète en performance. Si on considère les 10 vers dans lesquels l'Odyssée compacte un autre chant de Démodocos, la querelle d'Ulysse et d'Agamemnon, on a affaire à l'épure, à partir de laquelle produire l'équivalent d'une autre Iliade, querelle d'Achille et d'Agamemnon, avec subtil raffinement, une allusion à l'ensemble virtuel, la geste troyenne auquel est pris l'épisode, c'est la fin du passage qui fait allusion au plan machiné par Zeus pour anéantir les belligérants dans une guerre meurtrière. Une des variantes de ce plan est développé au début de ce que nous connaissons comme les chants cypriens, première épopée du cycle version écrite. Zeus imagine une guerre qui anéantira la race des héros pour soulager la terre du poids excessif des hommes. Cette version ou une autre de l'origine de la guerre est l'horizon virtuel du chant de l'Aède, comme elle l'est des discrètes allusions de l'Iliade monumentale, rétrospective à la boulée de Zeus qui s'accomplit vers 6, ou du chant 1 ou au jugement de Paris, ou prospective au chant 12, à la disparition des héros demi-dieux lors de la destruction du mur achéen par Poséidon et Apollon. La poétique de la composition en performance que le chant 8 de l'Odyssée met dans la bouche d'Ulysse comporte une autre dimension. Si le chant katakosmon de l'Aède est katamoiran, selon la part, alors Ulysse pourra proclamer à tous les hommes qu'un dieu est bien à la source du chant, prophon theos opace tespinaoiden, que ce chant sera divin. Mais qu'est-ce qui fait que le chant katamoiran est plus divin que le chant katakosmos? Puisque ce dernier suppose bien que l'Aède ait reçu l'enseignement et didaxé de la muse. Faute de temps, je n'entrerai pas dans tous ces détails. Je voudrais simplement insister sur ce qu'implique le katakosmoiran, ce qui exigerait un long détour par l'hymne homérique à Hermès que je ne ferai pas. La moira, c'est le destin, mais c'est le destin au sens de la part, résultant d'un partage, d'un agencement. Dire un récit kata-moiran, c'est le dire selon l'agencement que seuls voient les dieux, que seuls connaissent les dieux, du point de vue d'un savoir qui est celui de la muse inspirée de Mnémosyné, la mémoire du monde, leur mère, et un savoir qui permet de faire accéder l'auditeur du chant de l'autre côté du miroir, pour continuer à filer ma métaphore du jour,
c'est-à-dire saisir non pas simplement le cléos, la rumeur qu'entendent les hommes et que la multitude bariolée des champs peut proférer, mais le savoir de ce qui trame les parts des uns et des autres. Nous avons là la revendication, non seulement que l'autorité du poète de la Haide et lui vient en régime polythéiste de la configuration de puissances qui sont nécessairement mobilisées pour que les hommes accèdent à ce savoir, qui fait que le chant de la Haide est la parole de muse rituellement actualisée, pour reprendre la belle formule de Jean-Louis Durand. Mais il y a plus ici, puisque nous voyons que ce qui est c'est un savoir qui va permettre de distinguer le point de vue global, qui est celui des muses olympiennes, qui connaissent l'ordre d'ensemble, d'un savoir local, purement lié à un contexte particulier. Nous en trouvons l'affirmation dans le prologue de la Théogonie d'Hésiode, quand les muses disent qu'elles savent chanter des chants en tout point comparables aux choses vraies, tout autant que proclamer des vérités, opposition que l'on peut aussi, et ce n'est pas exclusif, comprendre en opposition entre le point de vue d'une poésie panhellénique, celui des muses olympiennes, par rapport aux poèmes locaux. Nous avons là, en quelque manière, l'affirmation et la revendication de ce qui ferait l'autorité d'Homère comme poète panhellénique. Et pour cela, il nous faut considérer l'ensemble des configurations de puissance à partir desquelles sont interprétés les statuts et l'autorité de ces traditions. On ne peut pas faire de poétique d'Homère sans intégrer le point de vue d'une analyse polythéiste des puissances qui produisent ce chant, et là, couper l'étude littéraire, l'étude politique de l'analyse du polythéisme est sans doute une impasse. C'est le point de vue de l'historien anthropologue des religions, je l'avoue. Mais cela étant, nous avons pour l'instant, et il faut que j'abrège terriblement, nous avons pour l'instant émis un critère qui nous permet de distinguer à gros traits l'Homère panhellénique, celui du cycle étendu, du reste. Homère et Hésiode. Reste toujours à comprendre pourquoi l'Homère restreint. Toute hypothèse sur la formation, la proto-histoire de l'Iliade et de l'Odyssée est périlleuse. Il vaut donc mieux repartir de ce qui est donné, c'est-à-dire notre Iliade et notre Odyssée, pour essayer de regarder ce qui y creuse des écarts par rapport aux traditions cycliques. Et ce que nous voyons à ce prix, c'est que le miroir que tend l'Homère restreint diffère sur beaucoup de plans de l'Homère que tend l'Homère étendu. Et sans doute, dans le contexte d'une autorité qui se décide dans l'interaction de la performance, avons-nous là un critère pour comprendre pourquoi certains miroirs peuvent avoir un privilège sur d'autres. Premier exemple, le destin post-mortem des héros. Dans ce qu'on sait des poèmes du cycle, la plupart des héros ont un destin, Achille notamment, a un destin post-mortel, il est transféré dans les îles des bienheureux. Une immortalité lointaine qui, en quelque manière, l'extrait de l'espace normal des relations entre les hommes et les dieux et qui l'assimile dans un équivalent du temps de l'âge d'or. Alors que l'Iliade oppose drastiquement les hommes et les mortels, les hommes et les dieux, en creusant l'écart maximum entre leurs conditions, conférant au seul chant de la Haide qui produit le Cléos Aphthiton, la gloire impérissable, la forme d'immortalité accessible aux hommes. C'est le destin d'Achille, bien connu, qui doit quitter le pays de la Phthie, le pays du dépérissement, qui ne pourra rentrer au pays du dépérissement, la Phthie, qui le vouerait à l'oubli s'il ne mourait devant Troie pour obtenir
le Cléos Aphthiton. Nous avons là d'ailleurs un magnifique exemple de ce qu'une mythologie générative comme Scheid et Svembro peuvent constituer autour de la racine phti, des périssements. Et les morts sont les kataphtiménoi. Dans le jeu qui va se construire maintenant entre les deux versants de l'Homère restreint, l'Iliade et l'Odyssée, nous verrons que ce Cléos Aphthiton, vanté comme l'honneur par excellence, la timée que le poète accorde à Achille, est au contraire ce qui paraîtra dans l'Iliade à Achille de chez les morts, le sort le plus misérable. Et là, il préférera, lui qui a voué tous ses compagnons à la mort pour avoir vu sa timée méprisée, devenir le dernier des hommes dans la demeure d'Hadès. J'aurai très vite, et je ne pourrai malheureusement développer, ce qui va aussi caractériser le miroir que tend l'Homère restreint, c'est ce que nous pourrions appeler véritablement une exploration anthropologique de la culture grecque, que je me serais proposé, si j'avais plus de temps, ce sera pour la version écrite, de développer autour de la thématique du sacrifice et du rapport entre sacrifice et culture. Ce qui est caractéristique. Sacrifice auquel l'Iliade et l'Odyssée donnent une représentation panhellénique. Les représentations de sacrifices que vous pouvez trouver, quelquefois développées sur quelques dizaines, voire une petite centaine de vers dans l'Iliade et l'Odyssée, ne correspondent à aucun sacrifice réel, puisque les sacrifices réels, nous l'avons vu, obéissent au nomos local. Ils n'en confèrent pas moins une certaine représentation dans laquelle quelque chose comme ce que Pausanias beaucoup plus tard appellera un nomos ennelikos, une coutume grecque du sacrifice, peut se laisser voir. Jeu de nouveau de miroir. Et dans l'Odyssée, nous verrons que l'ailleurs que traverse Ulysse est le lieu où les sacrifices d'Ulysse et de ses compagnons s'avèrent inefficaces, on ne veut pas sacrifier, et où tous les êtres étranges qu'ils rencontrent restent extérieurs à la pratique sacrificielle, ce qui les rend extérieurs à la fois à l'agriculture, à la culture, à la civilisation. Le Cyclope est le plus bel exemple, galactophage, anthropophage, qui, commentera Euripide, ne sacrifie qu'à son ventre. Au contraire, le retour d'Ulysse en Ithaque est entièrement scandé au rythme des sacrifices à Apollon qui sonne le glas de la mort des prétendants. Le temps étant ce qu'il est, je me contenterai, j'ai déjà dit beaucoup de choses, de peut-être quelques juste petites remarques conclusives, en essayant de réintroduire la question de hiéroglossie. Jamais on ne pourra considérer l'Iliade et l'Odyssée, Homère, comme des textes sacrés ou des textes religieux. Ils n'en sont pas moins des textes qui ne se comprennent qu'à l'intérieur d'une culture polythéiste, comme je l'ai dit, parce que l'action des puissances compétentes est requise pour que la performance soit produite. Mais aussi parce qu'Homère lui-même, en tant qu'investi d'autorité, va être traité comme un dieu et reconnu comme un dieu. C'était le petit Homéros Théos du cahier d'Écoïer dont j'étais parti. Ce n'est que dans l'Antiquité tardive, chez les derniers païens, que Homère prend un statut de texte sacré. Mais alors, c'est en dialogue avec le judaïsme, puisque déjà les Juifs d'Alexandrie avaient imaginé un Homère lecteur de la Torah, et en rapport avec le conflit avec les chrétiens. Mais au moment même où le texte devient, où Homère tendrait à devenir ce que certains appellent un texte sacré, la victoire du christianisme le renvoie à un statut purement culturel, dans l'oubli total du contexte performatif qui avait été le sien. Et c'est là-dessus que je conclurai pour l'éducation d'une petite princesse allemande donnée en mariage à un basileus byzantin. L'archevêque de Thessalonique, Eustate, produira quelques milliers de pages résumant les commentaires, interprétant Homère et surchargeant de l'extérieur Homère de sens, et d'un sens qui lui est bien étranger,
juste un petit résumé de quelques milieux de page, qui est le bagage minimum d'une barbare donnée en mariage à un empereur. Mais c'est dire ici que nous devons saisir les processus par lesquels l'autorité d'Homère est construite, jamais uniquement de l'intérieur d'Homère, mais en prenant en compte les usages et les usages éminemment différents dont il a été l'objet. Je vous remercie, j'ai été un petit peu long.